qu'est-ce qu'on aurait fait différemment ? Franchement, le seul truc que j'aurais pu essayer de faire différemment, c'est de lever plus d'argent tout de suite, parce qu'en fait, notre projet, il était hyper ambitieux. Et avec le recul, j'ai un peu l'impression d'avoir construit un immeuble de 100 étages, alors qu'on était staffé pour faire 15 étages, quoi. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier qu'on enregistre au bureau de Cosa Vostra à Paris. Je suis avec Laurent Bernard qui est le cofondateur avec Fabien Berlioz de Ecojoko. Salut Laurent, tu vas bien ? Salut Laurent, très bien et toi ? Très bien Laurent, ça va ? On va s'envoyer des Laurents, ce serait drôle. Laurent est donc le cofondateur de Ecojoko que vous pourrez retrouver sur ecojoko.com, ecojoko.com, et qui est un assistant connecté pour lutter contre le gaspillage d'énergie. Tu nous raconteras en détail et peut-être certainement mieux que moi ce que c'est et comment ça marche. Avec plaisir. Quelques sujets que j'aimerais aborder avec toi. C'est un outil technologique intéressant qui présente des enjeux sur lequel vous avez mis presque 2 ans et demi de R&D avant de le lancer. Ouais. Vous croyiez d'ailleurs à un moment être prêt, mais vous ne l'étiez pas. Tu nous raconteras pourquoi. Donc 2 ans et demi de R&D pour lancer un produit technologique, c'est relativement long, mais c'est intéressant. Il y a ensuite des enjeux d'IA, puisque c'est un outil qui reconnaît votre consommation et les appareils qui consomment chez vous et vous le rend comme information. Donc j'aimerais comprendre comment ça marche. Et enfin, l'un des sujets importants qu'on abordera, c'est le marketing, l'activation autour d'un produit, ce produit technologique pour lequel il y a une part d'évangélisation forte dans un marché, dans une économie de lutte contre le gaspillage, énergétique, auquel on est très sensibilisé. C'est un sujet d'actualité, mais ça reste un produit technologique pour lequel il faut évangéliser tes futurs clients. Bienvenue sur le panier. Merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce que c'est Ecojoko ? Avec tes mots cette fois. Donc tu l'as bien expliqué. Donc c'est un assistant connecté, donc c'est un objet connecté qui a pour unique but de t'aider à lutter contre le gaspillage d'électricité à la maison. Et en fait, ce qui est nouveau dans ce qu'on apporte, c'est le fait que tous à la maison, de façon involontaire, on va gaspiller 25% de notre consommation d'électricité pour une idée très très simple, c'est qu'à part les ampoules, l'électricité ça ne se voit pas. Tu vas avoir des appareils qui vont dysfonctionner, qui vont être mal réglés ou qui vont être mal utilisés et ils vont gaspiller de l'électricité. Et donc ce qui est intéressant dans ça, c'est que 25%, quand tu fais un peu les règles de 3, ça représente en gros 300 € par foyer par an, donc c'est une vraie facture. Et si tu le mets bout à bout, pour tous les foyers français, c'est 8 réacteurs nucléaires qui tournent pour rien. Et donc c'est ça qui est complètement aberrant et qu'on veut changer avec la solution. Et donc pour corriger ça, tu as l'assistant connecté Ecojoko, donc qui te permet un certain nombre d'actions. 8 réacteurs nucléaires qui tournent pour rien par an en France sur la 60aine qui existe. Je posais la question à Laurent, mais la 60aine ne tourne pas que pour du particulier. Le chiffre, comme tu l'as dit, qui est hyper important et qui est fou en fait, mais je l'avais pas en tête, c'est 25% de ma consommation électrique et potentiellement gaspillée. Ouais, exactement. J'en aurais pas besoin. Exactement. C'est quoi En fait, sur tous les appareils, tu vas gaspiller. Ça va être typiquement ça peut être ton chauffage, ça peut être tes veilles, ça peut être tes frigos. En fait, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à la facture d'électricité. C'est quelque chose que tu vas regarder une fois par an quand tu te prends la régulation de ton fournisseur d'énergie. Et là, tu fais qu'est-ce qui se passe ? Quand c'est très très douloureux, tu t'y intéresses un peu plus, mais en vrai, tu t'y intéresses pas. Et donc, de passer de quelque chose que tu regardes jamais à quelque chose que tu vas regarder de façon évidemment facile et simple, en disant tiens, là, il y a un problème ici, là, il y a un problème là, tu vas pouvoir corriger ça assez simplement. Et donc, pour donner un exemple très précis, les veilles, notamment s'il y a
des personnes un peu geeks ici qui ont plein de matériel à la maison, les veilles chez nos clients, c'est rapidement de 150 watts à 300 watts qui sont allumés en permanence à la maison. Les veilles, c'est une télé qui est en stand-by ou une télé, un ordinateur qui n'est pas vraiment éteint, quoi, c'est ça? Exactement, une enceinte connectée, une enceinte pas connectée d'ailleurs, ou pas, une enceinte tout court. En général, les appareils audio, c'est bien pourri. Tout ce que tu vas trouver autour de ta télé, tous ces trucs-là, ta machine à café. T'as dit c'est bien pourri. C'est bien pourri au sens énergétique. Okay. C'est pas du tout. Il y a personne, je pense, dans ces boîtes-là qui s'est dit, bah tiens, comment je vais optimiser ma veille sur ma consommation d'enceinte. Tu vois, la machine à café, il progresse. Ça, c'est une vieille version de machine à café que Laurent est en train d'éteindre. En fait, c'est vraiment tout bête. C'est juste comme personne ne le regarde, bah, personne s'y intéresse. Et donc les veilles, pareil, pour avoir l'ordre de grandeur. 1 watt allumé en permanence pendant un an, c'est à peu près 1 euro que tu gaspilles. Donc si tu es à 150 watts, c'est 150 euros. Si tu es à 200 watts, c'est 200 euros. Mais le principe des jeux... Alors, dans le vif du sujet, mais le principe des objets connectés, c'est de ne jamais être éteint, justement, et d'être en veille permanente, non? Ouais, exactement. Mais ils peuvent l'optimiser. Mais ils peuvent l'optimiser. Donc, par exemple, nous, évidemment, avec Ojoko, on l'a optimisé. C'est ton afficheur, on parlera de la solution après, mais l'afficheur, il fait 1,5 watts. Et c'est pas incroyable d'arriver à optimiser ça. Tu peux arriver à... Donc 150 euros par an. Non, 1,5 watts, donc 1,5 euros par an. 1,5 euros par an, ouais, d'accord. Ouais, c'est ça. 1 watt égale 1 euro. Okay. Et donc, tu peux facilement être à 30 watts chez toi. Enfin, 30 watts, 50 watts, en fonction de ce que tu as, évidemment. Nous, ce qu'on d'objets connectés qui ne sont pas vraiment utilisés, c'est ça, ou qui sont pas... Voilà, parce que tu as ta box qui est toujours allumée, tu as un certain nombre de choses que tu vas jamais éteindre, et donc, c'est pas déconnant d'avoir 30 watts, 40 watts, mais c'est mieux que 250 watts, 300 watts. Et en général, c'est la première chose qu'on va donner à nos clients, c'est qu'on va lui donner sa consommation en watts. Est-ce que tu connais ta consommation en watts? J'en ai absolument aucune idée, quoi. Aucune idée. Et pourtant, il y a des efforts, des opérateurs, notamment opérateurs historiques, maintenant, qui font des apps de suivi. Je suis sûr que je dois l'avoir. Et en fait, c'est tout ce qu'on apporte dans la solution. C'est qu'en fait, si tu veux vraiment agir, il faut mesurer ce qui se passe. Nous, notre message... qui est nouveau, c'est de dire en fait on est tous de bonne volonté, il n'y a personne qui veut jeter l'argent par les fenêtres ou qui veut pourrir la planète, ça n'existe pas. Il y a peut-être 5% de gens qui sont vraiment méchants, mais même pas. Personne n'est vraiment méchant. Personne. Aussi, les mecs qui font du pick-up aux États-Unis sans pot d'échappement pour faire chier les voitures électriques. Peut-être, exactement. Mais donc en fait, personne ne veut le faire. En fait, c'est involontaire. Et pourquoi c'est involontaire? Parce que ça ne se voit pas, parce que tu n'as pas l'information. Et donc, nous, ce qu'on dit, c'est la bonne volonté est insuffisante. Il ne suffit pas de dire aux gens soyez de bonne volonté. Ce qu'il faut, c'est leur donner une information pour aller agir. Dans l'application de ton fournisseur d'énergie, tu n'auras pas cette information en veille, puisqu'il faut du temps réel. Voilà. Et donc, nous, tout ce qu'on va faire, pour revenir sur la solution, c'est qu'on va te donner des informations sur ça. On va d'abord te donner cette puissance en temps réel chez toi. Donc concrètement, combien maintenant tu es en train de consommer? Et donc combien tu as en veille en ce moment maintenant? Donc, est-ce que tu as laissé un appareil allumé pour rien? Et en fait, ça arrive tout le temps. On a 40, 50 appareils qui s'allument en permanence sans qu'on le sache, etc. Donc ça, c'est le premier point. Ça, déjà, ça a un impact très fort. Deuxièmement, on va te donner une répartition des consommations. Combien consomme ton gros électroménager, ton chauffage, etc. Et ça, on va te le donner toutes les semaines pour savoir où sont les gros postes de dépenses. Est-ce qu'il faut que je fasse attention à bien éteindre la lumière? Est-ce que le problème, c'est les veilles? Est-ce que c'est mon lave-linge, etc. Donc, on donne cette répartition des consommations. Et ensuite, une fois que tu as ces infos, on te propose des actions pour aller baisser ta conso. Certaines que tu connais, c'est des éco-gestes, en fait, que nous, on a un peu gamifié, qu'on a mis sous forme de mission. D'autres que tu connais pas. Et donc, comme tu as l'information, tu vas mettre en place l'action, tu vas voir le résultat, et donc tu vas la maintenir dans le temps. Et cette action-là, qui est un peu évidente dans le monde business, nous, on l'a mis en place dans le grand public pour que ça soit hyper simple à faire, pour que quand tu as l'information et que tu es assis sur ton canapé, ça soit tellement trivial que tu mettes en place l'action. Et ça marche, puisque donc, on arrive à avoir des beaux résultats de baisse. Déjà 7000 ventes après 2 ans de commercialisation, mais je reste sur ce premier sujet, le produit et les enjeux. C'est intéressant. Évidemment, avant d'avoir des solutions et des actions, il faut avoir l'information. L'information, aujourd'hui, on l'a pas. Plein de questions qui me viennent, mais la première, comment est-ce qu'on... Alors déjà, quelle forme prend le produit? Qu'est-ce que c'est le produit? Le produit, en fait, c'est à 3 parties, un capteur, un afficheur et l'application. Le capteur, tu le poses sur le disjoncteur général. Donc ça, c'est le petit truc un peu technique, c'est qu'il faut savoir où est le disjoncteur général. Il est juste après le compteur. C'est un compteur Linky. Juste après, tu as un disjoncteur général que tu... Ton gros boîtier avec les disjoncteurs. Là. Alors justement, avec le général, donc c'est celui qui coupe toute la maison.
D'accord. Il est juste après ton compteur. Ok. Là, tu as juste besoin de poser. Facilement accessible en général. Ouais. Alors moi, chez moi, c'est très simple. C'est une construction récente, mais. Ouais, c'est hyper simple à. Ok. Et ce capteur, il ressemble à quoi? Le capteur, en fait, il a deux parties. C'est un petit rectangle de, on va dire, 8x3 que tu poses. Tu as juste un adhésif à enlever. Tu le poses au-dessus ou en dessous du compteur. Et il est relié à un boîtier de piles qui est aujourd'hui assez gros encore, qui fait 15 cm par 10 cm, avec des piles du commerce. Donc tu n'as pas besoin de le brancher, sur lequel tu vas libérer les piles grâce à une languette comme sur un jouet. Ce capteur-là, il va mesurer la consommation totale de la maison, donc en temps réel. Il envoie l'information à l'afficheur en radio. L'afficheur, c'est un outil... qui ressemble un peu, on a voulu que ça ressemble un petit peu à un baromètre. C'est deux aiguilles avec un écran principal qui vont te donner des informations donc, de puissance temps réel et est-ce que tu fais des économies. Cet afficheur-là, donc, il t'affiche les données, comme son nom l'indique, et ensuite il envoie les informations à la box, en général en Wi-Fi, ça peut être en Ethernet aussi. Comment communique le capteur et l'écran? C'est du radio, protocole radio classique. Et donc voilà, donc le capteur récupère la consommation totale de la maison, l'affiche sur l'afficheur, et ensuite on envoie les informations sur nos serveurs qui nous permettent de le restituer sur une application où on va te donner toutes les informations dont je t'ai parlé, la puissance temps réel, la répartition des consommations, des actions, et en fait plein d'autres choses. On fait de la gamification. L'idée, c'est de te proposer des actions pour que tu ailles économiser. Formidable. Question suivante du coup, tu y vas et ça me va. Et je suis désolé, chers auditeurs, si ma question vous paraît idiote ou candide, mais comment est-ce qu'on reconnaît une consommation électrique, un appareil qui consomme? Donc il y a une grosse vanne, un gros tuyau par lequel passe un gros courant électrique qui est juste au-dessus du disjoncteur, c'est ce que tu m'as dit. Comment est-ce qu'on arrive à savoir j'imagine qu'on peut sentir des intensités, mais que c'est une machine à laver ou ma box. En fait, si je te montre ce signal-là et que tu passes 5 minutes avec moi, je pourrais t'entraîner assez facilement à ce que tu reconnaisses la puissance, comment consomme un frigo, comment consomme un lave-linge, comment consomme un lave-vaisselle. C'est quelque chose qui se voit à l'œil nu, en fait, c'est une forme particulière. Nous, on parle de signature électrique. Et donc, ce qui se passe, c'est que, en général, tu as beaucoup d'appareils qui s'allument et qui s'éteignent en même temps. Et donc, on a fait des algos qui permettent de, justement, séparer ces appareils. Donc, des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont aller repérer ton chauffage, ta cuisson, etc. Donc, il y a quand même un conditionnel. C'est de la proba, de la stat? Non, c'est vraiment pas de la proba. Enfin, c'est... en fait, il y a beaucoup de couches différentes, mais c'est vraiment, on regarde un signal. Vraiment, un frigo... tu vois l'appareil qui monte en intensité, il a une certaine forme, c'est comme de la reconnaissance d'image. Une bonne façon de comparer, c'est de comparer à Shazam. Shazam, donc application qui permet de retrouver une chanson que tu écoutes, c'est exactement la même chose. Ils prennent des signatures électriques et ils vont regarder telle et telle par rapport à une base de données. Nous, c'est pareil, sauf que c'est pas sur des chansons qu'on le fait, c'est sur des appareils électriques. Mais alors, là où j'aimerais comprendre, et on peut prendre 2 minutes, je suis content de cette vulgarisation. Si j'ouvre un tuyau de canalisation, je vois de l'eau qui passe. Ouais. Je suis capable de reconnaître dans ce courant électrique qui passe des différentes signatures. Ce que je veux dire, c'est que ils sont pas noyés l'un dans l'autre. Si mon frigo et ma box s'allument au même moment. En fait, c'est vraiment très visuel. Okay. C'est vraiment quand tu as un frigo qui consomme, il va, on va dire n'importe quoi, il va consommer à 200 watts. Il va avoir un premier pic à 200 watts. Ensuite, il va décroître très légèrement de manière linéaire à 150 watts. Puis après, il va être stable. Puis après, il va s'éteindre. Et ça, il va le répéter dans le temps. Ça, c'est une forme, finalement, dans la puissance temps. Et cette forme-là, c'est pas très compliqué de la reconnaître avec un algo spécifique. T'as ça pour le lave-linge, le lave-vaisselle. Enfin, je vais pas te faire tout le truc, mais chacun a des appareils différents. Chaque appareil a sa signature. Voilà, c'est une signature. Et nous, notre boulot, c'est de mettre des algos qui vont de manière le plus efficace possible, parce qu'il y a une vraie question d'efficacité, pour pas que ça coûte un bras à la fois en euros et en énergie, pour aller reconnaître ces appareils-là et te donner cette répartition. À la fin, le but unique, c'est qu'on soit capable de te dire, toutes les semaines, ta consommation sur tel appareil s'étend, évidemment en euros, ta consommation sur tel autre appareil s'étend, etc., etc. Et en euros, c'est pareil, c'est pas anodin et c'est pas simple à faire, puisque les kilowattheures, personne ne comprend rien. J'ai même vu des gens dans le premier fournisseur d'énergie français qui ne savent pas ce que c'est qu'un kilowattheure. Donc il faut parler évidemment qu'en euros, et on parle qu'en euros et en watts. Le watt,
les gens comprennent que c'est lié à l'énergie, et nous, en utilisant le produit, rapidement, tu as des ordres de grandeur qu'on va te mettre en place, justement. Donc, euro et watt, c'est les deux trucs qu'on te propose de suivre, et on t'accompagne pour que ça soit hyper simple, que n'importe qui, quel que soit son âge, soit capable de l'appréhender pour mettre en place une action qui est de baisser ta consommation d'énergie. On passera à la R&D ensuite, mes dernières questions justement sur ce sujet de la... disons de la rationnelle économique qui est derrière. Le watt, le kilowatt-heure n'a pas le même prix en fonction des fournisseurs, en fonction des heures de consommation, en fonction. Ça veut dire que toi, tu dois te plugger sur tous ces systèmes tarifaires. Ouais. Donc, quand j'installe EcoJoco chez moi, je dois dire que je suis chez tu dois juste nous dire tel ou tel fournisseur. C'est tout bête, hein, c'est faire en sorte que ça soit hyper simple pour l'utilisateur et que ça soit compliqué chez nous. Et donc, on va nous récupérer tous les tarifs, la plupart d'électricité français. Nous, on en décompte entre 2000 et 3000. 2000 et 3000 quoi? Tarifs différents d'électricité en France. Tu m'étonnes que les gens s'y perdent. Ouais, c'est compliqué, c'est très très compliqué. Et le métier d'un fournisseur d'énergie, c'est de l'achat-revente d'électricité. Donc sa valeur ajoutée, elle est sur faire des tarifs qui soient pertinents. Et tu vois en ce moment à quel point c'est compliqué avec la hausse des tarifs, etc. En Angleterre, tu as une vingtaine de fournisseurs d'énergie qui ont déposé, une dizaine, pardon, qui viennent de déposer le bilan, justement parce qu'ils n'avaient pas bien géré ça et à cause de la hausse des tarifs. Donc c'est un vrai métier. Donc il y a une certaine complexité. Et donc nous, ce qu'on demande juste à l'utilisateur, c'est de dire quel est ton fournisseur, quel est ton type d'offre, de contrat ou type d'offre. Ouais. Et après tu l'as et on gère tout le reste pour simplement passer de kilowattheure à euro. Ce qui est tout bête à faire. Hein, mais... Bon, du coup, ça répond un peu à cette première question et dans la genèse, le lancement, avant d'aller au lancement de la genèse, la R&D pour produire pour créer le premier EcoJoco. Ouais, c'est pas évident. Il y avait pas mal de barrières techniques. La première barrière, avant d'aller sur des problématiques d'IA, c'est de faire un objet connecté. En fait, c'est pas si simple que ça. Il se trouve qu'avec Fabien, mon associé, on avait déjà des expériences là-dessus. Donc on l'avait déjà fait, donc c'est pour ça qu'on a réussi à le faire avec des coûts, on va dire, modiques pour une start-up, et d'avoir quelque chose qui fonctionnait. Donc ça, c'est un premier enjeu, simplement avoir une consommation qui rentre en temps réel. C'est plusieurs centaines de millions de données qu'on récolte, nous, avec nos quelques milliers de clients là. Donc ça tabasse. Premier enjeu, donc voilà, beaucoup de R&D juste sur ça. T'as un vrai enjeu aussi de design. Ce qu'on crée, nous, c'est un truc qui n'existe pas vraiment en fait. Il y a plein de littérature scientifique sur le sujet, mais un afficheur qui te donne les bonnes informations, qui a le bon design, quelque chose qui est tangible. Moi, j'ai bossé avant sur plein d'autres services différents. Il y a personne. On est un peu les seuls à pousser ce sujet-là. Donc, il faut tout inventer. Donc, l'aspect UX, il est fondamental en fait. Et donc difficile à mettre en place pour le premier, pour les autres après à copier c'est plus facile, mais en tout cas pour le premier, voilà, c'est dur et on est encore énormément en train d'itérer sur ça. Donc deuxième brique vraiment complexe. Et troisième brique complexe, la partie IA, qu'on a mis beaucoup de temps à faire fonctionner, qu'on pensait avoir fait fonctionner bien au début, et en fait quand on a livré notre première série avec notre crowdfunding, en fait ça marchait pas. Et donc on a rebossé pendant bien un an pour le faire fonctionner. Et maintenant on a un truc qui fonctionne bien, sur lequel les clients sont satisfaits et sur lequel il y a énormément d'attentes encore. On a encore beaucoup de boulot. Mais donc troisième brique technique, donc qui est l'IA, intelligence artificielle. Pour les intimes, c'est du NILM, c'est des technos d'IA qui s'appellent le Non-Intrusive Load Monitoring, qui est une branche de l'IA sur laquelle on bosse et sur laquelle on essaye d'être les meilleurs. Compris. 2 ans et demi que vous avez fait en interne, parce que toi tu bossais, tu faisais du marketing chez SFR, tu as une formation d'ingé, c'est ça, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais Supélec, Centrale Supélec. Et Fabien, aussi ingénieur du numérique, je vois ISEP. Exactement. Il a passé un bout de temps chez SFR. Ouais, et Fabien, il a bossé dans toute la partie innovation des SFR, il connaît tout sur toutes les technos possibles. Et donc c'est vraiment lui qui est au cœur de toute la techno. Et donc quelle était la question, je sais plus. Vous avez tout fait en interne? Vous vous êtes fait accompagner raconte-moi ces 2 ans et demi de R&D. On a fait beaucoup. Alors on a été accompagné sur certaines choses, notamment la partie design. On a bossé avec un cabinet qui s'appelle Helium Studio, qui est un cabinet de design incroyable, qui nous a aidé justement sur le design de cet afficheur à partir des tests qu'on avait fait, comment on voulait le rendre aux clients, parce que le hardware, faut pas se gourer, il y a le droit à one shot, donc faut pas se gourer. Donc ça, on s'est fait accompagner sur ça, et après tout le reste, on l'a fait en interne parce qu'on n'avait pas de moyens. Donc Helium sur l'UX, c'est ça? Ouais, sur l'UX, l'UI, enfin sur le design hardware,
du produit. Du produit visible. Visible, exactement. Ok, donc pardon, chers auditeurs, tu as comparé ça à un baromètre tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression que c'est un compteur de voiture ou un compteur tout court. Il y a 2 aiguilles et un écran central. C'est assez joli, c'est assez esthétique, c'est rond. Il y a une aiguille en haut qui indique, j'ai l'impression, une consommation. Voilà, c'est ta puissance en temps réel chez toi. Et l'aiguille du bas, c'est les économies qu'on est en train de faire, c'est ça? Les économies que tu es en train de faire. Okay. Tous les jours, on dit si tu es en train d'économiser ou de surconsommer. Et là, c'est pareil, ça a l'air tout bête, mais pour avoir la bonne information, il faut évidemment prendre en compte le fait qu'il fasse froid ou pas. Il faut prendre en compte le fait que tu sois là ou pas. Si tu es absent, on peut pas te dire que tu es en train de faire des économies. Donc il y a pas mal de techno, simplement pour te dire tous les jours, c'est bien, tu es en train d'économiser, ou attention, il y a un truc à regarder, tu es en train de surconsommer. Et ces 2 informations-là, c'est des informations de base sur tout ce qu'on fait qui nous permettent d'atteindre cette baisse de conso. Il y a de la subjectivité là-dedans. C'est-à-dire ? Il fait moins 10 dehors et mes chauffages tournent à fond, mais ce qui tourne plus ou moins que ce qui devrait... Ben non, justement, c'est pour enlever ce biais-là qui est hyper important. On mesure la température intérieure, on a la température extérieure, et donc on va finalement redresser ta consommation en fonction de ça. S'il fait très froid, en fait, tu as un profil de référence qu'on construit pour toi, que tu peux modifier si tu le veux. Si tu n'es pas d'accord avec les choix qu'on a fait automatiquement pour toi, tu peux aller dans les réglages et le changer. Mais nous, on va regarder l'effort que tu fais en fait, de chauffage, qui est en fait la différence de température intérieure et extérieure. Et par rapport à ça, on calcule ton profil. Et donc, s'il fait très froid, et ben, ton profil se suit et ta consommation augmente, même va exploser. Mais c'est normal parce qu'il fait froid. Ok, compris. Donc Helium sur la partie interface, sur l'objet, ouais. Tout le cœur de la machine et les algos et le training. Le training, pardon, l'entraînement de l'intelligence artificielle, pardon. Tout ça, on a fait en interne. Ça, on a fait en interne, ouais. Avec plusieurs personnes. Notre premier recrutement, c'était sur ces sujets-là. Et en fait, on touche à des sujets d'IA, mais pas que. On touche à du front, à du back, à du serveur, à des problématiques d'objets connectés. Et donc c'est là que Fabien évidemment était clé, il avait déjà fait ça, donc il a une profondeur de connaissances hyper importante. Et après on s'est appuyé sur tout un tas d'équipes, mais toujours en interne. Je suis en train de réfléchir, mais je crois qu'on n'a jamais rien externalisé dedans. L'app c'est nous aussi, iOS, Android. Ok, et ensuite la partie design, encore une fois, c'était un autre designer, Xavier, qui nous a fait ça, qui est top. Qui continue à bosser avec nous. Mais donc l'app, le site web, l'analyse de flux, l'IA, l'objet, tout ça en interne, c'est tellement d'expertises différentes. Ouais. Mais parce que ma chance, c'était de rencontrer Fabien. Ok. Il faut pas le dire trop fort, il y a trop de monde, mais il est exceptionnel. Si tu les écoutes. Mais c'est aussi pour ça qu'on a mis du temps. 2 ans et demi, c'est long. Comment vous êtes financé pendant ces 2 ans et demi? Pendant ces 2 ans et demi, on a chacun... moi, j'avais une boîte de conseils sur laquelle je faisais de l'expertise produit, un product management, qui est mon cœur de métier à moi. C'est ce que tu as fait chez SFR. Exactement. Okay. Et Fabien, lui, il a aussi sa boîte qui... En fait, il avait lancé une boîte avant EcoJoco, qui faisait ce type de solution et donc qui continue à faire. Et donc, ça nous a permis à la fois de nous payer des salaires, parce qu'on a des enfants chacun, et donc il faut payer les salaires. Pas les salaires des enfants, mais il faut payer nos salaires pour pouvoir nourrir les enfants, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et après, et puis après investir dans la boîte. Vous avez levé des sous? Ouais, on a levé des sous en 2019, déjà auprès de Friends and Family et auprès de BA, et notamment. Donc 2019, c'est quand vous arriviez une solution Ouais, en fait, on a fait un crowdfunding qu'on a lancé en 2018 sur KissKissBankBank. Ça nous a permis. En parallèle, on a fait des protos et un pilote avec Enercop qui était top, qui nous ont bien aidés sur ça. Ça nous a permis de lancer une première série industrielle, donc qui fonctionnait d'un point de vue hardware et software. Produite où? Produite en Chine. Ok. Produite en Chine. On devrait le faire en France et peut-être qu'un jour on y arrivera, mais pour l'instant c'est produit en Chine. Et donc voilà. Donc ça, on l'a livré en fait en début 2019. Auprès de nos clients. Là, on a levé des fonds auprès de Business Angel. On est rentré dans 2 accélérateurs qui sont 50 Partners Impact et Wilco. Que j'ai oublié de remercier, je crois, en introduction, mais c'est Florent Ducot qui a permis cette introduction grâce à Laurent Durieux de T-Bike. Salut Florent et merci encore. Vous êtes rentré chez 50 Partners. Exactement, et donc on est rentré à ce moment-là. Et donc là, on a continué l'aventure, on a livré nos premiers clients. Là, on s'est aperçu que l'IA, ça ne fonctionnait pas du tout comme on le voulait. Parce qu'entre le faire sur 20 clients et le faire sur 500 clients, ça n'a rien à voir. Intéressant ton enseignement là. Du coup, c'est des gens que tu avais livrés suite à une commande en crowdfunding. Ouais.
qui du coup se retrouve avec un produit qui marche pas comme vous le souhaitiez. Exactement, il y avait un certain nombre de fonctions qu'on fournissait, qui fonctionnaient très bien, le temps réel, la température, toute l'expérience utilisateur fonctionnait, mais la fonction phare qu'on avait, c'était cette répartition des consommations. Nous, notre ambition au début, c'était de le faire par appareil. Ça fonctionnait à peu près comme on le voulait. Quand on l'a mis à l'échelle, ça fonctionnait plus du tout. Et donc on s'est interrogé. Ça, on s'en est aperçu en avril, à peu près en avril, quand on a eu un retour des enquêtes utilisateurs. Ils ont dit, non, ça marche pas. On le voyait sur les datas, mais bon, grosse insatisfaction des clients. Et donc, on a bossé. Et donc, on a mis 1 an encore de R&D pour arriver à ressortir une nouvelle version qui sortit à peu près, je crois, en avril 2020. Avril 2020, ça fait 1 an. C'est mars-avril, au moment du Covid, au meilleur moment. Et les gens étaient chez eux, ils avaient peut-être justement, enfin ça, tu vois, pas d'autre sujet. Ouais, non, tout à fait. Mais en termes d'équipe, c'était compliqué. Ouais, je veux bien croire. En termes d'équipe, c'était compliqué. Et Avril 2020, donc 1 an après, comment tu as géré cette première salve d'utilisateurs qui étaient du coup un peu déçus? On les a mal gérés, en vrai. On était très mauvais communicants, même pendant le crowdfunding, on communiquait pas du tout assez, mais parce qu'on était sous l'eau, et je pense qu'ils se rendaient pas compte eux-mêmes de tout ce qu'on faisait. Donc ils ont été hyper patients, et encore maintenant ils sont d'une patience infinie. Enfin, c'est vraiment on existe par eux, grâce à eux, et en vrai on les a jamais assez remerciés. Donc maintenant on arrive à communiquer avec eux, on le fait mieux, mais vraiment les 2 premières années, entre 2018 et 2020, c'était la catastrophe. Notre communication, je me rends compte, j'en avais conscience en vrai à l'époque, mais juste à un moment il faut écrire un mail, t'as pas le temps parce que t'es en train de faire d'autres trucs. C'est marrant parce que la communication, on le sait tous, dans ton couple, avec tes utilisateurs, avec tes employés, avec tes associés, la communication c'est clé, ça prend pas tant de temps que ça. C'est un bel apprentissage en tout cas. Non, mais c'est clair. Mais après, quand ton truc marche pas et que tu te dis, la fonction, enfin, c'est pareil que ça marchait pas. Les gens étaient quand même satisfaits. Il y avait le design, les gens appréciaient le design, il y avait plein de choses qui fonctionnaient. Mais on va dire, la fonction cœur qui faisait que notre projet était excitant, on n'y était pas. Et donc, plutôt que de communiquer en disant, ok, on n'y est pas, on va y arriver, on n'a pas communiqué, on a juste bossé, quoi. Et bon, on y a réussi. Mais on a mis 1 an et on savait pas si on allait y arriver. Mais on a réussi, et notamment grâce aux équipes de 50, qui nous ont vachement aidés à réfléchir, à prendre du recul sur tout ce qu'on faisait. Et donc ça c'est sorti à peu près avril 2020, mars-avril, je sais plus exactement. En même temps, on était en train de livrer Nature et Découverte, qui était fan de notre projet. On dit souvent qu'il faut pas livrer. Si tu livres un produit qui est parfait, c'est que tu vas livrer trop tard. Nous, on l'avait pas livré trop tard. C'est juste que le produit avait besoin de beaucoup de travail. Et donc en même temps on faisait ça, en même temps on s'est pris le Covid puisqu'on a fait un lancement pendant 1 semaine auprès de Nature et Découverte. Et donc en tout cas, avril, ça fonctionnait, hausse très très significative de la satisfaction de l'utilisateur. On souffle. Et on commence à prendre un peu de recul, et pas vraiment, puisque le Covid arrivait. Alors, c'est le 2e chapitre, c'est le lancement, on va dire. Je n'avais pas noté dans la préparation de cet entretien que vous étiez chez Nature et Découverte. Je crois que c'était que en direct to consumer sur votre site. Avant d'ouvrir ce 2e chapitre, encore quelques questions sur cette première partie R&D. 2 questions. La première, c'est quel apprentissage au niveau de la donnée? Parce que l'enjeu, c'est quand même que cette donnée soit d'une part partagée à l'utilisateur évidemment, mais peut-être aussi à l'extérieur. Tu m'as dit que la donnée vous remonte. Donc quel apprentissage, quelle friction vous avez rencontré par rapport à, je sais pas, je repense à Linky qui a été un enjeu, mais j'aimerais bien comprendre les frictions que vous avez rencontrées. Et 2, on pourra la conclure, ce premier chapitre, et je te poserai la question, qu'est-ce que tu aurais fait différemment avec le recul? Mais d'abord donc la donnée, elle est stockée elle remonte de mon disjoncteur jusqu'à l'app, en passant par l'écran, et elle vous remonte à vous. Elle est partagée à l'extérieur? Est-ce qu'il y a des... Non, elle n'est pas du tout partagée aujourd'hui, sauf dans un cas très particulier dont on pourra parler tout à l'heure, mais en résumé, la donnée qu'on va chercher, on est la seule à l'avoir. C'est-à-dire que tu comparais par rapport à Linky ne donne pas du tout cette donnée-là, il te donne une donnée qui est en gros un pas de temps à la demi-heure. Il va te donner ta consommation d'énergie sur une demi-heure. Nous, on est plutôt autour de la seconde, voire moins. Donc c'est très très précis, et en fait ça change tout, parce qu'avec cette précision-là, tu arrives à voir les signatures. Les signatures électriques. Parce qu'en fait, la question que je te posais est débile, parce que c'est
Enfin, c'est à la milliseconde. En vrai, le four se met pas en même temps en route que le 3 radiateurs et le frigo et ma box. Exactement. Et donc, en fait, l'apprentissage sur la donnée, enfin, moi, mon apprentissage personnel, c'est qu'en fait, ce qui est écrit dans la littérature scientifique est souvent faux. ou on va dire bien vendu, si on est des bons marketeurs. Et en fait, concrètement, nous, le sujet sur lequel on bosse, donc, c'est de NILM, ça existe depuis 1980. Il y a des gens, des scientifiques qui ont fait des super études là-dessus depuis 1980. Donc, je n'étais pas encore né. En vrai, ça explose que maintenant pour plein de raisons techniques et notamment l'avènement du deep learning. Mais même avec ça, on s'aperçoit, et c'était une autre grosse erreur, c'était qu'en s'entraînant, parce qu'en fait au début t'as pas assez de données, en s'entraînant sur des données de test, t'as pas du tout la réalité de ce qui se passe chez les gens. Et donc c'est ça mon apprentissage, c'est que en fait ce qui compte c'est la vraie donnée. Les données d'apprentissage que tu trouves sur net, ça n'a aucune valeur. Premier point. Et après, pour rebondir sur ta deuxième question, sur qu'est-ce qu'on aurait fait différemment, franchement, le seul truc que j'aurais pu essayer de faire différemment, c'est de lever plus d'argent tout de suite, parce qu'en fait, notre projet, il était hyper ambitieux. Et avec le recul, j'ai un peu l'impression d'avoir construit un immeuble de 100 étages, alors qu'on était staffé pour faire 15 étages, quoi. Donc, en vrai, la vraie réponse... Mais l'immeuble est construit. Mais l'immeuble est construit, ouais. Donc, on est super fiers d'un point de vue tech. On a encore plein de trucs à faire, plein d'ambitions aussi, notamment commerciales, où on veut que ça explose. Mais voilà, c'est le seul truc que j'aurais fait, c'est trouver plus d'argent. Mais bon, j'avais pas d'expérience pour le faire avant, alors j'étais pas entrepreneur. Hein. Vous êtes combien aujourd'hui ? Aujourd'hui, là, on est 10 et on recrute pas mal. Là. On devrait être, j'espère, d'ici 2-3 mois, on devrait être 15. Très bien. Avril 2020, le Covid arrive. Vous avez fait un an d'optimisation, on va dire, de l'appareil. Et vous êtes prêt à vendre. Raconte-moi ce lancement. Donc on a eu un lancement très chaotique. En fait, on a eu un énorme accueil des équipes de Nature et Découverte qui ont été top. On s'est mobilisé avec eux pour lancer... C'est très affinitaire, ça me paraît évident. Ouais, tout à fait. Nature et Découverte, vous êtes invité sur ce podcast. On a essayé de se joindre à plein de reprises, vous le savez. Il y a enfin voilà, j'attends des réponses. Il y a des discussions en cours, mais vraiment, je pense qu'on a vous avez plein de choses à raconter sur le panier, Donc super accueil. Après, on s'est heurté à deux choses. Premièrement, le Covid. On a eu une semaine où on a, avec nos petits bras, on a formé des étudiants d'école de commerce. On a été le faire. On s'est dit, on se focus sur 10 magasins. On essaye de bien le faire. On a appris plein de choses pendant cette première semaine, mais ils ont fermé tous les magasins au bout d'une semaine. Et ça, quand tu crées une boîte, tu te dis, mais merde, quoi. C'est pas juste. Donc ça nous est tombé dessus. Et donc faire un lancement comme ça, c'est 4 mois de boulot, quoi. 4 mois pour réfléchir au truc, faire les packaging, etc. Donc c'était vraiment hyper dur. Donc ensuite blackout pendant jusqu'à septembre, en fait il y avait plus de retail. On a essayé de relancer parce que on a une qualité, c'est la ténacité. Donc on a essayé de relancer, mais en fait on avait perdu le fil. Nature et Découverte, les équipes elles y croyaient plus. C'était un vieux truc, il y avait le Covid qui était passé par là. Donc on n'a pas réussi à ramorcer la pompe. Et ils ont joué le jeu, etc. Ils continuaient à le vendre, mais voilà, on avait raté l'amorce. Et le deuxième élément qui était fondamental dans notre apprentissage, c'était le prix. On n'a pas parlé, mais aujourd'hui, on a deux offres, une offre d'achat et une offre de location. Et aujourd'hui, à 199 €, on est considéré comme trop cher par beaucoup de nos clients parce que ça reste un produit électronique. Et donc, pour pallier, donc c'était aussi le cas chez Nature et Découverte. L'économie moyenne, c'est quoi ? Aujourd'hui, donc nous, ce qu'on a vu... C'est un an d'économie, en gros, 199 €. Ouais, c'est ça. Nous, on est en moyenne à 300 € d'économie par an chez nos clients. Ok. Ce qui est monstrueux. C'est un chiffre, on mesure pas ce que ça représente, mais en termes d'investissement, mettre 200 € pour gagner 300 € sur ces sujets-là d'économie d'énergie, il n'y a aucun produit qui fasse ça. Il n'y en a aucun. C'est juste qu'on est un peu petit aujourd'hui pour être crédible quand on le dit, mais c'est notre conviction hyper forte. Sauf que, en fait, la réalité du client, c'est que quand il se retrouve sur notre produit, il trouve ça cool. Il trouve ça vraiment intéressant. Il y a vraiment tout le monde qui veut acheter ce truc-là, mais il y a des prix psychologiques. Et on a un prix psychologique à 149 aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à atteindre parce que notre produit est designé comme ça. Et donc, la façon et notre apprentissage de Nature et Découverte et en e-commerce, parce qu'on était aussi en e-commerce à ce moment-là, ça a été de dire, on va faire une offre pour ceux qui veulent quelque chose de moins cher. Et donc, tu peux le louer à 79 € par an. Et ça, en louant, ça a tout changé. On l'a lancé en octobre de l'année dernière, il y a 1 an. Et avec ça, on a eu un coût d'acquisition qui était pertinent. Et donc, on a commencé à accélérer très fortement. À faire de l'accélération, super. Aujourd'hui, vous êtes en
en B2C et B2B. Ouais. C'est ça. B2C à 75% de... Ouais, exactement. Via votre site internet. Ouais. Site internet, et en fait, on a des partenaires comme Rue du Commerce qui nous poussent, Nature et Découverte, etc. Mais ça reste beaucoup. Notre problématique numéro 1, c'est de faire prendre conscience de ce problème du gaspillage d'électricité, de faire prendre conscience de l'intérêt de ce type de solution. Donc, on a notre bâton de pèlerin et on doit pousser ça. Et donc, ça passe énormément aujourd'hui par nos pubs à nous, qui sont aujourd'hui du digital. Ok. Parfait, je voudrais parler de tes enjeux business aujourd'hui, donc distribution. Est-ce que vous avez des ambassadeurs? Le SAV, c'est un produit techno jeune, donc j'imagine qu'il y a certains, il y en a peut-être. On parlera de la communication et de l'activation un peu plus tard. J'aimerais comprendre le B2C versus le B2B. Et puis la pro, la log, si c'est produit en Chine, j'imagine que comme tout le monde aujourd'hui, vous pâtissez des... Tiens, commençons par ça d'ailleurs. Ouais, c'est un cauchemar. Après le Covid, version 1, magasin fermé, on va inventer une pénurie mondiale de composants électroniques, mais de base. Hein. C'est vraiment ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'électronique. Et donc, quand tu es un petit, tu galères. Tu passes après, quoi. Tu passes après. Donc aujourd'hui, nous, notre seule limite, c'est pas vrai, il y en aura d'autres, mais aujourd'hui, notre limite principale, c'est la production. On est systématiquement en train de galérer pour avoir du stock et passer des commandes, donc on s'améliore, mais juste pour donner un chiffre, on avait des composants qu'il fallait maximum 2 mois à avoir, et je parle de composants vraiment basiques, des trucs qui ça coûte 5 centimes à avoir. Maintenant, il faut 6 mois. Quel enfer. 6 mois. Et pas d'autre option? Eh bah si, il y a d'autres options. Mais trop cher ou... Non, juste il faut bosser, il faut refaire le design de ton truc, changer la résistance, etc. Donc on le fait. Mais quelle énergie sur un sujet qui ne doit pas exister normalement. Acheter une résistance à 5 centimes, ce n'est pas un sujet. Donc ça, c'est aujourd'hui ce qui nous bloque. Aujourd'hui, on bosse pour que ça revienne à la normale. Il y a plein d'émissions qui expliquent pourquoi il y a une pénurie mondiale. Il y a des fabricants automobiles qui ont arrêté leur production sur ces sujets-là. Et qui prennent des mois de retard. Qui prennent des mois de retard, c'est dingue. On a une hausse des prix qui est très importante. On a une hausse des prix de la matière ou du transport ou les deux? Les deux, avec tout le monde qui se tend un petit peu, une perte de confiance quand tu as des variations de coûts de transport de x5. Il y a même eu du x10 sur du container. Ouais, c'est clair, c'est vraiment la folie. Donc ça, c'est vraiment notre enjeu numéro 1 aujourd'hui, et ce qui nous freine aujourd'hui. Donc ça nous permet aussi de prendre du temps et de rebosser sur d'autres choses, parce que quand tu n'as pas les stocks, tu n'as pas les stocks. Mais bon, ça devrait revenir bientôt à la normale. Là, on est bien. Tu peux par exemple acheter sur notre site, mais on fait 0 pub. C'est que du naturel, ça suffit à écouler nos stocks. C'est quand même, je pensais pas qu'un jour je dirais ça, quoi. Oui, ça suffit pour écouler vos stocks parce que vous n'avez pas de stock, mais ouais, après on en a quand même un petit peu. C'est quand même une certaine frustration, j'imagine. Ouais, bah oui, parce qu'on voudrait accélérer, quoi, envoyer. Donc ça c'est un des premiers points, notre enjeu numéro 1. Nos autres enjeux, ils sont évidemment encore produits. C'est des produits qui sont c'est une catégorie de produits qu'on crée qui est très nouvelle. Moi, on l'a dit un petit peu au début, mais moi j'ai lancé 5 services quand j'étais chez SFR. C'était des services qui paraissent banals aujourd'hui, mais je sais pas, un service mail, de cloud, etc. Mais c'était en 2007, donc c'est le création de l'iPhone. En fait, on se posait des questions sur tous ces services-là. Tout le monde a convergé, tous les services se ressemblent maintenant, mais il y avait énormément de compétition. Aujourd'hui, sur ces services-là, nous, on voit pas trop de compétition en vrai, et donc on est en train d'itérer tout seul pour essayer de comprendre c'est quoi le bon usage, c'est quoi la bonne utilisation. Donc énormément de travail encore sur ce produit-là. Ça, c'est notre deuxième enjeu qui est très très fort. Et après, le troisième enjeu... Toujours en interne. Toujours en interne. Alors on commence à aller un peu en externe, mais quand même très interne. Et troisième enjeu, donc là, notoriété, c'est vraiment notre plus gros enjeu en termes de com. Et tu voulais en parler un peu plus tard, mais voilà, enjeu de notoriété, quoi. Problème du gaspillage d'électricité en général. Notoriété ou évangélisation du sujet? T'as raison. D'abord évangélisation et ensuite notoriété. Et en fait, on le traite. On sait qu'il faut. Allons-y, on reviendra. J'ai quelques questions, on y reviendra, mais allons sur le marketing. T'as un enjeu? Ok. Non. On sait que l'énergie est chère, surtout on enregistre, on est le 2 novembre, ça fait un mois qu'on nous tabasse les oreilles dans tous les médias, et le portefeuille d'ailleurs, avec la hausse des prix de l'énergie. On sait qu'il faut économiser, on sait que la planète est en danger. Le sujet, il est d'actualité et il est connu de tous. Ouais, il est connu.
Il y a différents quand même niveaux de maturité. Hein. Tu as des gens qui vont être catastrophés par le problème, en colère. Ça commence à monter bien. Tu as un deuxième niveau, c'est finalement qu'est-ce que je fais concrètement, comment je passe à l'action. Là, ça c'est moins clair. Concrètement, tout le monde n'est pas clair sur le fait que l'alimentation, le transport évidemment, l'énergie, c'est un impact. Donc, voilà. Mais en effet, c'est hyper fort et ça n'a jamais été fort. Moi, je regarde ces sujets depuis toujours, donc ça n'a jamais été aussi fort maintenant. Le fait de dire la sobriété est un enjeu. Et en fait, et en fait, il y a des solutions pour répondre à cette sobriété. C'est hyper nouveau. On est même les seuls à le dire en fait. Tout le monde dit la sobriété, il faut le faire. T'as des pubs à la télé des fournisseurs d'énergie, t'as des pubs de l'ADEME, des pubs de l'État qui disent arrêtez de changer vos mentalités. Et donc ça, c'est vrai, c'est hyper important. Nous, ce qu'on dit, c'est pas de votre faute en fait. L'électricité et l'énergie, ça ne se voit pas. Et vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous n'avez pas quelque chose pour le mesurer, vous n'aurez pas de résultat. Nous, ce qu'on démontre, c'est que notre solution, elle permet d'activer, justement d'avoir une baisse de consommation d'énergie. Et ça, il faut de l'évangélisation. Et sur un secteur qui n'est pas hyper innovant quand même, l'énergie en général, on a plein de fournisseurs qui nous disent « Ah, mais votre truc, on le fait déjà ». Parce qu'ils pensent que Linky, ça fait le taf. Mais non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc il y a cet énorme travail d'évangélisation qui, en fait, est assez simple. Hein. Ça me prend... c'est une pub de 30 secondes sur Facebook. Hein. Mais pour ça, il faut avoir des moyens. Donc de l'évangélisation, sur la sobriété de... Ouais. Sur la sobriété et le fait que le gaspillage électrique, gaspillage de l'énergie involontaire. Le cœur de tes messages, quel que soit le médium sur lequel tu communiques, c'est ça ? Et donc nous, on apporte une solution pour vous donner le savoir ? En fait, si on arrive à pousser ce message-là qui est nous gaspillons tous de l'électricité, il y a le CNRS qui le démontre notamment. Pourquoi ? Parce que c'est hyper important de le comprendre. Pourquoi ? Parce que c'est involontaire et que l'énergie ne se voit pas. On a fait le boulot, les gens arrivent et après il faut les transformer, avoir le bon produit, la bonne offre, etc. Mais notre enjeu, c'est vraiment cette évangélisation-là. Et là-dessus, vous avez fait en interne ou vous êtes fait accompagner par une agence pour proposer la plateforme et Au début, on a fait en interne. Et là, ça fait... maintenant, on travaille avec une agence. Ouais. Okay. On a travaillé avec une agence sur ça, spécifiquement, qu'on n'a pas... Sur l'activation ou vraiment le concept ? Parce que, chers auditeurs, quand vous allez faire vos premières campagnes, ou en tout cas, ce message, il faut le poser. Il y a une promesse, un who, un why, un what. Et ça, il faut le réfléchir avant de se lancer de manière très opérationnelle des actions d'activation. Ouais. Et ben, nous, évidemment, on l'a fait à l'envers. On l'a d'abord... travailler en interne sur une plateforme de marque. On l'a fait nous-mêmes, évidemment, comme tout ce qu'on fait. Et puis après, on s'est dit non, ça va pas. Il faut c'est pas notre métier. C'est quoi ce travers ? C'est un truc d'ingé, tu crois ou... Je pense que c'est un défaut d'ingé, ouais. Je pense. Et puis c'est aussi une question de moyens. Hein. Je veux dire, quand t'as pas d'argent, tu fais ça toi-même. Hein. Oui, bien sûr. Tout simplement. Et donc, quand on a eu les moyens de se payer une agence pour bosser là-dessus, on a bossé la plateforme de marque. On vient de le clore, là, tu vois, c'est hyper récent. Hein. Et là, on est en train de le déployer sur tout, hein, en design, en charte, en message. Mais au fond, le discours, on l'a depuis le début, quoi. Dès le premier jour. Je te pose ces questions parce que pour moi, le discours qui est de dire économiser de l'énergie ou économiser sur votre facture d'énergie, j'ai l'impression de l'avoir entendu 150 fois, bien que très souvent ce soit une offre tarifaire, une promo, un machin, des heures plein d'heures closes, alors que toi tu as un réel impact, disons, sur ma manière de consommer de l'énergie. Mais si EcoJoco avait arrivé avec cette promesse qui est faites des économies sur vos factures d'énergie, déjà entendu. Donc c'est pour ça que je te pose cette question. Donc t'es plus sur le... C'est pour ça qu'on est plus sur le gaspillage d'électricité, qui est différent. Et un gaspillage involontaire. En fait, normalement, ce que tu as beaucoup entendu, c'est l'ADEME qui te dit mets un pull chez toi et baisse ton chauffage. Et en fait, personne ne le fait. Enfin, personne ne le fait. Si, il y en a certains qui le font, mais c'est pas activable, quoi. Nous, ce qu'on dit, c'est on gaspille tous involontairement parce que ça se voit pas. Gaspillage d'électricité, c'est 25%. Si tu mesures, tu peux agir. C'est ça, c'est une légère différence par rapport à économiser votre énergie. C'est on gaspille involontairement, vous avez besoin d'un outil pour le faire et le mettre en place. Et c'est cette petite subtilité-là, elle change tout en fait, elle change vraiment complètement tout. On
On en parlait quand on préparait cet entretien, mais il y avait ce matin une interview de Gaspard Koenig sur Inter qui était passionnante. Je lui fais pas de la pub, mais on s'est croisé la semaine dernière au One to One Monaco, incroyable conférence e-commerce. Et c'est lui qui en faisait la clôture. Il disait faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Et c'est vrai que mets un pull chez toi, j'ai le sentiment qu'on me prend pour un con. Et surtout, j'ai pas envie, parce que si on pousse le bouchon, enfin si on pousse le raisonnement plus loin. Je vais voyager en cheval et puis j'en sais rien. Exactement. Alors que me dire, fais gaffe, ton frigo ou tes radiateurs se mettent en route ou ta box reste allumée toute la nuit et consomme tant, il suffit d'un bouton, un switch on-off. Il y a peut-être même un réglage d'ailleurs dans la box pour l'éteindre allumé. Et le point important, on me prend pour quelqu'un d'intelligent, pardon. Exactement. C'est fondamental dans nos valeurs. Il y a une des valeurs, c'est ça, c'est on croit en l'individu. C'est tout bête, hein, mais je pense pas que l'ADEME croit en l'individu. Ça demande un effort de se dire non, ce qui manque, c'est de donner la bonne information à l'utilisateur. Et la donnée, c'est le savoir et le pouvoir. Exactement. Avant, j'avais pas la donnée. Ou comme tu le dis sur EDF ou d'autres acteurs historiques, j'ai des pas de consommation qui sont d'une demi-heure ou d'une heure ou à la journée. Qui sont beaucoup mieux qu'avant. Hein. Linky, c'est génial. Ça te permet d'avoir une facture qui est à jour tous les mois. C'est quand même chouette par rapport à avant. T'as plus quelqu'un qui vient en tant qu'utilisateur refaire ton relevé de compteur. C'est quand même une vraie expérience, quoi. C'est un vrai gain. Et ça a aussi des gains très financiers pour EDF, mais donc c'est super. On dit pas que Linky est très bien pour ça, mais si tu veux baisser ta consommation d'énergie, il faut aller plus loin. Et on prouve que ça marche. Donc ta plateforme est posée en interne et le discours n'a pas changé, mais aujourd'hui vous le faites avec une agence. Du coup ensuite vient l'activation très pratique. Quels sont les leviers que vous utilisez pour vous faire connaître et sensibiliser les gens à votre message et ces apprentissages sur ces différents leviers? Ouais, on va. Donc nous on a en termes de chantier, on va dire, enfin de levier, on est sur donc beaucoup de digital. Évidemment, du Facebook, du Google, pour faire entendre ce point d'évangélisation. Que cherchent les gens sur Google ? Alors, en fait, c'est pour ça qu'on est beaucoup en push, on est beaucoup sur Facebook. Ils vont chercher un peu des sujets d'économie d'énergie, mais on n'est pas très présent là-dessus. En plus, il y a beaucoup de concurrence sur des sujets plus importants, enfin, genre isoler mes murs, installer une pompe à chaleur. Donc, il n'y a pas beaucoup de flux en fait là-dessus, c'est le problème de notre sujet. Il y a besoin d'évangéliser, donc on va faire beaucoup de choses là-dessus. On a quand même eu un peu de télé, de RP, des gens qui sont venus nous voir qui trouvaient notre sujet sympa. Donc ça c'est top aussi, et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on travaille beaucoup plus. Aujourd'hui, il faudrait qu'on soit présent sur toutes les chaînes télé pour passer ce discours quand le Premier ministre il lâche plusieurs milliards d'euros en disant je vais faire des chèques énergie, mais s'il mettait un tout petit peu sur le long terme, ça aurait beaucoup de sens, quoi. Et donc nous, c'est un message qu'on pourrait faire entendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est pareil d'évangélisation, et il faut qu'on se staffe pour le faire. On a des enjeux, on avait un enjeu d'activation aussi. On pense qu'il faut qu'on soit présent en magasin. Pour ça reste un produit. On pense que les gens doivent le toucher, le voir. Donc c'est d'où l'intérêt d'être chez Nature et Découverte. C'est tout. Je vous trouve aussi chez. Alors je me suis mis en fenêtre anonyme pour voir les pubs. J'ai tapé économiser de l'énergie. J'ai des plateformes de contenu, mais sur la droite, sur Google Shopping, vous êtes le premier lien chez Leroy Merlin. Ouais, on est chez Leroy Merlin, ouais. Et là, on n'est pas en boutique, on est en web. En web uniquement, ok. On est en web uniquement avec une approche hyper bien de Leroy Merlin qui dit on pose, on fait rien, on voit ce qui se passe. Enfin, on pose le produit, on voit ce qui se passe, et après on regarde le sell-out. Ce que je trouve hyper intéressant. Et donc on avance petit à petit avec eux. Oui, mais ça veut dire que toute la charge de la communication, de l'évangélisation, elle est de ton côté. Ouais, exactement. Mais par rapport à une approche Nature et Découverte qui était full option, on n'a pas le temps d'ajuster, quoi. Mais en effet, donc on avance petit à petit. C'est ce que je veux dire. Tu peux avancer petit à petit sur ces sujets-là aussi. Et donc en effet, on est chez Leroy Merlin, mais leroymerlin.fr du coup. Mais encore une fois, avec une problématique d'évangélisation. Et donc, on réfléchit avec les équipes de Leroy Merlin pour savoir où est-ce que ce type de produit doit être, à quel moment tu dois le pousser. Et dans les éléments aussi de levier, il y a cette partie B2B, 2C, qui est le fait de travailler avec des fournisseurs, avec des installateurs, des gens qui vont installer ton isolation, ta pompe à chaleur chez toi, parce qu'on pense que c'est le bon moment pour parler de ce sujet-là à un client final, quand il est en train de rénover sa maison, en fait. Et donc, ça fait partie des leviers forts qu'on a. Qui est du coup une approche complètement différente. Qui est une approche commerciale complètement différente. Parce que là, tu dois aller t'adresser à ces chauffagistes et qui isolate. Beaucoup isolateurs, chauffagistes, un peu des gens isolateur. Je sais pas.
J'ai jamais entendu, j'ai jamais dit en même temps. Donc c'est une bonne question. On dit chauffagiste et entreprise d'isolation. Okay. Mais il y en a plein sur ces sujets-là. C'est eux qui sont, en fait, dans ton parcours de rénovation énergétique, c'est une des premières étapes à faire. C'est d'isoler ta maison. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont particulièrement intéressants pour nous. C'est un marché en énorme croissance qui a zéro data. Et sur lequel donc il y a un vrai intérêt pour nous en tout cas pour aller parler aux clients et un intérêt aussi pour eux pour d'autres raisons. Mais c'est en effet complètement différent par rapport à notre B2C, par rapport au retail. Mais du coup là ton organisation est effectivement différente parce que sur la partie B2C il te faut une équipe acquise achat média. Exactement. Là il te faut limite une force de vente. Ouais, alors on n'est pas on est limité en force de vente, mais on a une personne et demie et bientôt 2 donc qui vont être sur ces sujets-là. Mais ouais, tout à fait. Donc on va faire des salons, pareil salons qui ont été fermés pendant 1 an. C'était pas facile. Pourquoi on a fait ce choix-là de rajouter de la complexité en termes commercial pour 2 raisons. Un, le Covid, ça nous a quand même bien tapé le Covid de voir qu'on avait mis beaucoup d'énergie sur du retail. Et en fait, il se passait plus rien. Donc ça veut dire que quand c'est fermé, tu fais 0 vente pendant 4 mois, quoi. Donc avoir 2 pieds pour marcher, c'est un truc qui nous intéresse vachement maintenant. Premièrement. Et le deuxième point, c'est qu'ils sont venus nous chercher, en fait. C'est comme un indicateur bien, c'est que les fournisseurs les installateurs sont venus nous commander plusieurs centaines de pièces, et donc on s'est dit mais pourquoi vous faites ça? On s'est intéressé à eux. Il y a des centrales d'installateurs, il y a des boîtes d'installateurs, enfin il y a des regroupements. Qui a commandé plusieurs centaines de pièces? C'était le premier, c'était un installateur qui ont des noms pas forcément hyper connus encore parce que c'est pas des grosses marques grand public, mais qui étaient plutôt régionaux. Mais donc c'est un installateur du Nord qui nous a commandé plusieurs centaines de pièces. Et après c'est un marché qui est organisé, qui est assez particulier. Avec très fragmenté, avec des gros acteurs. Et nous, on se concentre sur certains, ceux qui sont intéressés par les économies d'énergie. Un chauffagiste, il peut faire une chaudière à gaz ou une chaudière à fioul, ils s'en moquent que tu fasses des économies d'énergie. Certains sont sur la transition énergétique et donc vont être intéressés à ce type de solution. Comment tu les approches du coup? J'étais en train de réfléchir, je me dis, j'imagine que le meilleur moyen, j'en sais rien, c'est de leur envoyer un EcoJoco. Ouais, en fait, on les approche en manière directe, digital, mail, téléphone, etc. On se concentre sur ceux à qui on arrive à discuter directement. Tu connais la taille de la population en France? Nous, on estime, en fait, sur tous les métiers d'installation, de l'électricien au plombier, sur toutes les tailles, il y en a 15 000 entreprises comme ça. Et sur notre cœur de cible, tu peux pas offrir 15 000 EcoJoco. Non, mais et tous sont pas intéressants. Il y en a qui sont pas intéressés par la transition énergétique, c'est pas leur sujet. Quand tu es électricien, que tu gères ton truc, que tu es artisan, juste tu galères, tu as plein de taf, t'as pas le temps de réfléchir à des trucs comme ça. Nous, on pense que notre cœur de cible, c'est à peu près 800 à 1000 boîtes sur lesquelles on se concentre et ce qu'on essaie d'aller chercher une par une. Et qui font combien d'installations chaque année? Ça va varier, on va être entre 100 et 2000 à 3000 installations pour les plus gros qu'on a, ouais. Par un installateur, par une entreprise, qui peuvent être donc plus grosses. 2000 Oui, qui a un certain nombre d'installateurs. Okay, c'est ça, qui sont de vraies tailles, des boîtes qui vont faire 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc 800 qui font entre quelques centaines et quelques milliers d'installations. Okay. Ouais, c'est ça. Oui, donc ça fait déjà une belle... Vous avez un énorme marché sur quelque chose qui nous paraît fondamental, c'est de la donnée. Ça coûte combien un EcoJoco? Un EcoJoco, c'est 199 € à TTC. Ouais. Et à vous, ça vous coûte combien? Nous, ça, je peux pas te le dire. Non, d'accord, mais bon, on va 160, il faut que vous fassiez un peu de marge, mais si tu dois l'offrir ou en tout cas le prêter à tes 800 installateurs, ça représente un sacré coût quand même. Quoi. Ouais, et en fait, en vrai, c'est pas vraiment un enjeu pour le. Il y en a très peu qui nous. Bon, il y en a pas en fait qui nous demandent de le prêter. C'est plus un truc de journaliste. J'aurais imaginé qu'un installateur aurait envie de tester, de voir, de valider avant de. On le fait payer. Voilà. Make sense. Ok, pourquoi pas. Après, c'est pas grand chose. Le produit marche, ils sont pas contents. Voilà, on gère, mais c'est pas le cas. La promesse est rendue, donc c'est pas un enjeu pour eux. Ils ont millions d'euros de chiffre d'affaires, ils testent, ils trouvent ça intéressant. Et après. Il y a beaucoup de gens qui les contactent. C'est-à-dire. Quand je suis un installateur chauffagiste, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on a dit, isolateur, il y a beaucoup de compagnies, de sociétés qui me contactent pour essayer de me faire vendre leurs produits. Ouais, je pense. Ouais, bien sûr. Ils vendent. Et quels sont tes leviers du coup pour les convaincre on est hyper différent de ce qui se fait. On est vraiment hyper innovant. Un objet connecté, c'est hyper nouveau en fait sur ces sujets-là. Le fait d'apporter de la data. Et en fait, nous, on apporte aussi des services spécifiques pour eux, pour qu'ils aient la data de leurs clients. Évidemment, si les clients ont explicitement accepté de donner cette donnée. Donc, c'est hyper innovant. Enfin, notre premier levier, c'est que c'est hyper nouveau et hyper innovant.
C'est un enjeu. Je fais une parenthèse, mais moi j'ai fait des travaux chez moi récemment. Je voulais connecter plein de choses qui n'étaient pas connectées avant. Il n'y a pas de métier. Alors ça va être le chauffagiste pour ci, ça va être peut-être un électricien pour autre chose. Mais c'est pas évident. Il y a pas. T'as des domoticiens qui sont en général des électriciens qui sont spécialisés là-dedans. Il y en a certains qui travaillent avec nous, donc ils pourront faire ça, mais c'est une vraie complexité. Ouais. J'ai eu du mal en cherchant des domoticiens à trouver quelqu'un qui pouvait répondre à mon besoin. Je pense que t'as des gens qui sont très très premium, qui vont te faire une maison incroyable du futur, mais qui coûte très cher. Mais l'artisan du coin de la rue domoticien, je crois que ça n'existe pas encore. Non. Mais il y en a quand même quelques-uns, mais ils sont domoticiens. Mais pour les trouver sur internet, je pense qu'il faut taper domoticien, qui est d'ailleurs un mot que tu connais pas, donc tu le tapes pas. Le B2B, donc parler à des ambassadeurs qui vont pouvoir vous recommander auprès de centaines ou milliers d'installations chaque année. Le B2C, tu m'as parlé de Google, de Facebook, en tout cas de social et de search. Vous avez écoulé vous aurez bientôt écoulé presque 10 000 Ecojoko. Quel autre levier tu peux me parler et partager tes apprentissages ? En fait, un des apprentissages qu'on a, c'est que l'email, la presse, les PR, la reportage télé. Je vois que vous en avez une en page d'accueil du site. Ça c'est évidemment, ça c'est hyper intéressant. En apprentissage sur ça. C'est la télé, ça marche super bien quoi. En termes sur notre problématique nous qui est de l'évangélisation, ça marche très très bien. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse fois 100. Comment tu fais ? Pour l'instant, on fait pas grand chose. Toujours en interne ? Vous avez une boîte de PR ? On a travaillé un petit peu avec une boîte de PR, et ça a un peu marché, mais c'était pas le bon moment parce qu'on n'avait pas assez de choses à raconter. Donc ça a fait partie de l'apprentissage. C'est quand tu vas sur ça, il faut être capable, même si tu as quelqu'un qui bosse pour toi, de le nourrir et de lui donner beaucoup d'informations. Il faut lui donner des cartouches pour aller. Exactement. Ouais. Sachant que nous c'est un sujet, on a un monoproduit, donc on peut pas inventer des trucs. On crée pas des produits tous les jours, quoi. Donc il y a cette spécificité là à prendre en compte en PR. Et donc ça pareil, on l'avait coupé pour des questions de moyens et donc on va le refaire. Là on l'avait géré en interne et donc il faut qu'on l'externalise. Mais en même temps, sur des sujets très nouveaux comme ça, vraie difficulté on a besoin d'avoir un contact hyper direct avec le journaliste pour expliquer notre différence. Il faut évangéliser les journalistes aussi pour qu'ils puissent. Bien sûr, les journalistes sont sur ces sujets-là, ils connaissent évidemment pas plus que les autres. Donc c'est un peu notre rôle d'expert de faire ça. Donc ça c'est sur les RP et sur les emailing, je sais pas trop. Enfin c'est des trucs très classiques quoi. C'est beaucoup de data, beaucoup d'apprentissage. On travaille par exemple avec des boîtes comme Massif, avec lesquelles on fait ils font des campagnes de mailing sur leur sociétaire, qui marche très très bien. Donc c'est Massif l'assureur. Massif l'assureur, assureur militant. Et donc là, ce qu'on apprend, mais qui est basique, c'est évidemment de la data partout et une super cible, un super accroche, un super email, un super pot de transformation, gérer ton tunnel, rien de très sorcier quoi. Alors on vient au tunnel dans une seconde parce que tu nous parleras du site. La Massif, c'est intéressant. Enfin, tu l'abordes comme si c'était simple, mais la Massif, c'est quelques millions c'est pas des sociétaires. C'est des sociétaires. Ouais, tout à fait. Il y a un partage de revenus. Vous avez comment c'est fait? Comment ils sont venus vers vous? Vers eux? Tous ces acteurs-là, c'est de l'apport d'affaires. Donc, ils viennent avec nous, ils viennent nous voir. Ils sont intéressés à proposer des solutions innovantes. On est un peu unique, donc ils sont intéressés par ce qu'on propose. Et donc nous, on les rémunère sur la vente, ouais. Et en fonction des acteurs, c'est une négociation. En général, il y a une promo pour leurs clients qui est plus ou moins forte. Et voilà, ça, c'est des systèmes qui marchent bien, qui sont automatisés. Ça nous prend 5 minutes à faire. Alors, automatisé, il faut quand même aller démarcher Massif. Oui. Or, une fois qu'on a le partenariat, ça va très très vite à faire. Ouais, mais il faut 3 mois pour avoir le partenariat, pour envoyer un mail, quoi. Ouais, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc ça fait partie des choses qu'on fait, qui marchent bien. Mais encore une fois, là-dessus, là maintenant, c'est pas trop un enjeu pour nous, puisqu'on a plus de trafic qui rentre que ce qu'on peut. On n'arrive pas à répondre à la demande, quoi. Entendu. Pour clore ce chapitre, donc il y avait du B2C avec du paid social et du paid search. Il y a des partenariats, il y a de la file, il y a Sion, pardon, je vais parler en français en entier au moins. Il y a du B2B avec un travail de terrain et des installateurs qui deviennent des ambassadeurs pour vous. Sur quoi tu mets l'accent en 2022 ?
Admettons que tu aies 100% des pièces dont tu as besoin pour... Alors, en fait, nous, on travaille sur une accélération assez forte là, justement de la marque et du B2C. Donc c'est vraiment sur ça qu'on veut accélérer beaucoup, parce qu'en fait, on a tous les éléments. Et donc là, on est en train de remettre tout au propre pour pouvoir accélérer dès qu'on a les stocks. Donc ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, on a des partenaires clés qu'on est en train de mettre en place côté B2B, où là, pareil, ça peut accélérer à une vitesse phénoménale si on fait les choses bien. B2B distribution ou B2B, non, B2B service professionnel ouais, service professionnel. B2B distribution, Leroy Merlin par exemple, on pense qu'on est encore un peu tôt en fait. C'est génial, on est content d'être avec eux, ça permet de faire de la noto, mais on pense qu'on est encore un peu tôt dans ces discours-là. On pense qu'on a encore plein de gens à les conquérir nous-mêmes pour affiner notre discours, travailler notre marque, etc. Et donc ça va se faire, mais on n'est pas vraiment pressé en fait. En fait, on a assez de taf avec tout le reste pour pas faire le reste, quoi. C'est presque un problème de riche, je trouve ça top. Génial. On va doucement atterrir. J'aimerais te poser plusieurs questions sur le business. On a tout vu. Il y a des moments où vous êtes pris les pieds dans le tapis? Plein de fois, ouais. Tu peux nous partager en apprentissage? J'en ai déjà partagé 2 avec vous. Hein. Le fait de croire sur des petites séries, sur des problèmes de données. Ça paraît trivial quand on le dit, hein, mais quand tu es sur 10-20 clients, tu fais pas de la big data, quoi, même si tu as beaucoup de données par client. Les données scientifiques qui sont dans les publications scientifiques correspondent pas à la vraie vie. Ça, c'est un premier apprentissage qui nous a coûté cher. Deuxième apprentissage, c'est pareil, c'est mettre tous ces œufs dans le même panier. Enfin, il faut être hyper résilient, et donc on pouvait pas inventer le Covid, hein, mais ouais, moi je suis persuadé qu'il faut pas mettre qui est contradictoire avec beaucoup de choses qu'on entend. Il faut être focus sur un seul truc, faire que du B2C, que du B2B, sinon machin. Moi ça, j'y crois pas. Tu peux bosser sur 2 axes. Faut pas en faire 5, mais tu peux bosser sur 2 axes commercialement. Donc ça, c'est se concentrer que sur un seul sujet. Il faut pas commercialement, j'entends. Donc ça, c'est ça les 2 apprentissages assez forts pour nous. Compris. Vous êtes sur PrestaShop depuis le début. Vous êtes 10, mais il y a un développeur WordPress, PrestaShop, PHP, il y a un développeur Android et un développeur iOS, il y a un mec qui fait de l'IA, il y a les partenariats, il y a du commercial. Ouais. Pour répondre à ça, quand tu fais un projet vraiment ambitieux, nous on n'a pas réfléchi au nombre de personnes dont on avait besoin pour faire le projet. On a réfléchi aux problèmes qu'on voulait résoudre et comment on voulait y arriver. Et après, on s'est mis dedans. Et il se trouve que si on était 30, ce serait pas déconnant. On fait avec les moyens du bord, on va moins vite. On fait moins vite. Et maintenant qu'on est crédible, qu'on a un produit qui marche, on peut réussir à avoir d'autres financements, à staffer l'équipe, etc. Et donc on fait ça aussi. Je dis ça avec un grand sourire, mais c'est multiplier. Ça me ferait peur de multiplier les zones de friction, disons, où on n'a pas l'expertise. Ouais, tout à fait. Après, c'est aussi, c'est un biais qu'on connaît chez nous et qu'on essaye de corriger, c'est d'arrêter de faire des trucs tout seul, quoi. Donc PrestaShop, est-ce que tu peux me parler de ta stack un peu technique? Quels sont les outils dont tu ne peux pas te passer aujourd'hui et à quoi ils te servent? Ouais, bien sûr. Donc en e-commerce, Presta, en effet. On travaille avec Mailchimp. On a pas mal automatisé de choses en interne entre Presta et Mailchimp. On utilise tous les outils je pense classiques, Zendesk qui marche super bien, donc pour gérer tout le ticketing client par mail ou autre. On utilise Aircall, Tidio, donc qui sont des outils pour gérer aussi le SAV. On a développé des outils internes pour faire du SAV sur nos propres solutions, parce que c'est un objet connecté, donc on a plein d'informations, donc on fait beaucoup de corrections à distance, de mise à jour, et donc ça, c'est un outil interne. Tidio? Ouais. TIDIO? Ouais, c'est ça. Ok. Voilà à peu près des outils qu'on aime bien. Après, on aime bien en changer aussi. On va faire du test and learn, j'imagine. Ça fait partie aussi de la formation et de l'approche, quoi. Exactement. On teste pas mal. Et puis de temps en temps, il y a des outils qui sont bien à un instant T et puis qui ne le sont pas bien pour un autre moment, donc on change. Parle-moi un peu de Tidio, je connaissais pas.
Alors Tidio, et en fait, donc en fait je te dis ça, mais je connais plus Aircall parce que Tidio, moi en fait c'est des équipes qui l'utilisent maintenant et moi, en vrai je l'utilise plus trop. C'est vraiment, enfin c'est l'équipe qui m'a dit que c'était top, on y va, donc go quoi. Et Tidio c'est le petit chat en bas à droite, c'est ça? Ok. Donc il marche bien, je peux pas te dire grand chose de plus que ça. Et Aircall, que vous connaissez certainement tous, chers auditeurs, mais qui permet de gérer des lignes téléphoniques, des renvois, du rappel, du partage. Ouais, tout bête, mais marche très très bien. Super produit, pareil. Je peux pas dire tellement plus, à part que ça remplit très bien son office et qu'on en a ravi. Et en CRM ? Et en CRM, Mailchimp sur la partie emailing, tu m'as dit. Voilà, c'est ça. Et côté pro, on est donc avec Nutshell maintenant, qu'on vient de changer. Avant, on était sur Pipedrive. Pourquoi vous avez quitté Pipedrive ? Parce que on n'arrivait pas vraiment à avoir les tableaux de bord qu'on voulait. C'est une des principales raisons, et on galérait un peu à avoir le suivi vraiment qu'on voulait en termes de comment ça s'appelle, juste de suivi basique des clients. Et ensuite on utilisait d'autres outils dont j'ai oublié le nom pour faire de l'emailing froid, et donc Nutshell nous permettait de le faire, et Pipedrive ça marchait pas bien, voilà, donc on a switché. Ok, on est sur Pipedrive aussi pour notre part, mais on n'est pas, je pense, sur les mêmes volumes non plus. Ouais, nous on a des Toi c'est un vrai CRM qu'il te faut, moi c'est un gestionnaire d'offres business, je pense. Ok. Ouais, c'est possible. En tout cas c'est comme ça que je l'utilise, tu vois. Ok. Mailchimp, Zendesk, Aircall, Tidio, Nutshell CRM et évidemment PrestaShop au milieu de tout ça. En plateforme de paiement ? Plateforme de paiement, on a un peu de PayPal évidemment, et on est sur la solution qui s'appelle Monetico, solution du Crédit Mutuel pour ce qui est achat, qui marche super bien, et on a sur le récurrent, on utilise SlimPay. Le récurrent qui est donc l'abonnement, c'est ça ? La location, pardon. Location qui est aujourd'hui annuelle. Et voilà, on utilise SlimPay. Ouais. SlimPay. Alors, j'en ai déjà parlé, mais j'en reparle. On était donc au One-to-One à Monaco, qui est ce salon e-commerce et retail, la semaine dernière. C'est ouf, ça pourrait être un salon du paiement. Les partenaires de paiement, les plateformes du paiement, il n'y a que ça. J'ai fait une série spéciale sur le panier qui était passionnante. Moi, j'ai appris pas mal de choses, mais ce millefeuille du paiement, et en l'occurrence, mais j'y pensais là parce que 200 €, c'est effectivement un montant à sortir. Vous avez déjà essayé de le fractionner ? Le paiement plusieurs fois avec du Alma, avec du... Le paiement plusieurs fois, c'est surtout... en fait, la vraie réponse, c'est notre location, qui aujourd'hui est annuelle. C'est une autre façon de le faire. Et on aimerait le passer en mensuel, qui sera une autre réponse pour le faire. Les solutions de fractionner ou ont une complexité administrative, y compris parfois pour le... Alors non, on pourrait faire du paiement 3 fois sans frais. Ouais, ça c'est vrai qu'il faudrait le tester. Mais on avait regardé d'autres solutions qui carrément du leasing, et là c'est trop cher par rapport à 200 €. Tu peux pas vraiment. Enfin, ma conclusion, c'est que tu peux pas vraiment faire de leasing. Non, leasing non, mais j'imagine un 4 fois sans frais. 4 fois sans frais, 4 fois 50, ça passe tous les mois, tous les 2 mois, j'en sais rien. Ça il faudrait qu'on teste. On n'a pas encore fait. Il n'y a pas d'aide ? Alors si, tu as une aide d'État qui pour l'instant est en stand-by sur notre site. En fait, tu peux te faire rembourser en gros 30 € de ton éco-joko par l'État, par un certificat d'économie d'énergie, qui est aussi quelque chose donc qu'on a mis en place et qu'on a arrêté. Trop complexe ? Non, parce que notre partenaire, il trouvait pas son compte. Et donc on reversait tout de l'argent au client final, et c'était assez complexe à mettre en place. Donc on est assez déçus de cet arrêt, mais donc on va le remettre en place dès qu'on aura retrouvé un autre partenaire qui est prêt à le faire. C'est très 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 spécifique. Et là encore une fois, on invente un truc on automatise. T'as déjà suffisamment de friction en plus, j'imagine, pour éviter de t'en rajouter une, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, 30 €, ce qu'on a vu, c'est que ça n'avait pas un impact monstrueux dans le taux de transfo. Ok. Il faut avoir 50 €. Il faut que tu aies 25%, sinon ça ne change rien. C'est ça c'est ma conclusion. Le trigger point. Ouais. Okay. Laurent, merci infiniment pour ton temps, c'est passionnant. Je pense qu'on aurait pu passer encore des heures à pas parler. Il y a des sujets qu'on a abordés en préparant l'entretien qu'on n'a pas eu le temps d'aborder là, mais qu'on abordera du coup l'année prochaine lors d'un catch-up, j'espère, dans un an. Qu'est-ce que je te souhaite ? C'est quoi ton objectif ? Avoir des composants électroniques pour livrer déjà, et puis une belle croissance, réussir à mettre plein d'éco-joko partout.
Formidable. T'es un écolo convaincu? Ça fait partie de vos... Ouais, nous c'est hyper fort chez nous. C'est l'unique raison pour laquelle on le fait, c'est pour baisser la consommation d'énergie des gens. Et tous les choix qu'on fait, produits, tech, market, sont autour de ça. C'est comment on fait pour avoir vraiment un impact très très fort sur la consommation d'énergie des gens. Il y a quelque chose de... Alors tu m'as soufflé cette idée, mais elle a fleuri dans ma tête pour dire... Mais en fait, à chaque nouveau EcoJoco vendu, c'est potentiellement de l'énergie en moins. C'est un modèle très vertueux vers le futur, tu vois. Ouais, exactement. Ta réussite, c'est la réussite de la société. Ouais, c'est vraiment l'idée, qui est un peu bête, mais qui est toute bête, c'est que plus on vend des EcoJoco, plus on fait du bien à la planète. Donc c'est un modèle capitaliste, mais orienté avec des résultats en impact CO2. Tu vois, pour donner des derniers chiffres, on en a donné plein, mais la production d'un EcoJoco, c'est 14 kg équivalent CO2. Quand tu le crées, parce que n'importe quel produit électronique crée du CO2. En moyenne, sur 5 ans pour nos clients, en France, on va économiser 500 kilos. C'est énorme en termes d'impact. Et donc, à chaque fois qu'on arrive à vendre un EcoJoco, c'est de l'argent pour améliorer le produit et pour mettre en place d'autres EcoJoco qui vont avoir cette même impact. Très vertueux pour l'environnement et la planète. Exactement. Laurent, merci infiniment pour ton temps, c'était passionnant. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. EcoJoco, ECOJOKO.com. Et toi, on te trouve sur LinkedIn. Avec grand plaisir. Laurent Bernard. Merci Laurent. Merci 1000 fois Laurent. À bientôt, chers auditeurs. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.